Cette semaine, en enquête, des meurtriers violents qui sortent de prison au 6e de leur peine grâce à des ententes secrètes. Vous avez des bombes entre les mains, puis vous voulez les sortir comme ça, à vif, ça se fait pas. Le contrat que vous avez devant vous, là, sur le 2 ou 3 ou 4 millions qu'on donne, ou le 500 000, c'est la pointe de l'iceberg. Et la crise des isotopes médicaux, on est loin d'être au bout de nos peines. C'est très inquiétant parce que c'est bizarre aussi à la fois qu'un gouvernement n'ait pas eu la sagesse de négocier pour la protection de ses propres citoyens. Bienvenue à Enquête. Êtes-vous scandalisé lorsque des criminels à cravate sortent de prison au 6e de leur peine? Sans doute le serez-vous encore plus après avoir vu ce reportage sur les motards délateurs, des meurtriers qui aussi sortent très rapidement de prison grâce à des ententes secrètes. Le problème, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi là-dedans. Si on n'a rien à divulguer, j'ose même pas penser ce qu'on va mettre dans ces contrats-là. Les témoignages que vous allez entendre sont choquants, mais ils donnent un accès inédit au monde violent du crime organisé. Il a dit « On va te tuer. Quelle tonne tu veux écouter avant de mourir? » Enquête sur un pacte avec le diable. Ça fait peur. On reste à Beyrouth, monsieur. C'est la guerre des motards, la guerre des territoires entre les Hells Angels et leurs ennemis. Pour le gouvernement, il faut agir et vite. La police recrute des dizaines de délateurs, des criminels souvent violents qui obtiendront de gros cadeaux. La première question qu'ils se posent, c'est quand est-ce que je vais sortir? Ils sont sortis très vite, bafouant toutes les règles normales de libération. Faut que ça sorte. Faut que le délateur sorte. Et encore aujourd'hui, les plus importants obtiennent des conditions royales. Il me dit « Viens-t'en, on va aller prendre des vacances en dehors de la ville. » Il dit « Au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas de guerre là-bas. Tu vas pouvoir mettre tes patchs. » Ce qui m'intéressait, parce que j'avais pas encore flashé avec mes patchs de foule depuis que je les avais eus. Saint-Quentin, petite ville tranquille du nord-est du Nouveau-Brunswick. Le 3 octobre 2001, une fourgonnette blanche surgit sur l'artère principale. À bord, ils sont 7, tous associés aux Bandidos. Et ils sont en mission. Ça revirait bien mal, cette histoire-là. En tout cas, dans ma tête à moi, c'était juste pour aller y mettre de la pression. Mais ça revirait bien mal. Le groupe se présente au bar de Jeannot Thériault, un vendeur de drogue affilié aux Hells Angels, le clan ennemi. Rapidement, le ton monte et Jeannot Thériault est battu sauvagement. Il saignait, puis en tout cas, il était bien magané. Thériault refuse de coopérer. Le groupe de Bandidos décide de le kidnapper. Il veut pas collaborer pantoute. Fait que je dis, Chris, t'attends-tu qu'on te rentre dans un rang, tu sais? Je me suis dit, on va rentrer dans le rang, coupe de coups de poing, tout le monde tape dedans. Fait que j'ai dit, Chris, donnez-y au moins un bon, c'est qu'il arrête de crier, tabarnak. C'est dans cet état que Jeannot Thériault a été retrouvé, quelques heures plus tard, sur le bord d'une route de campagne. Il a survécu à un coma de 10 jours, mais il conserve encore aujourd'hui des séquelles neurologiques. On s'est fait arrêter par la police. Là, je me suis ramassé en dedans dans le trou à Renou. Le récit que vous venez d'entendre était celui de Sylvain Baudry, le chef du petit groupe de Bandidos venu de Montréal. Vous ne verrez pas son visage, nous n'avons pas le droit de vous le montrer. Son identité est protégée. Car après une longue carrière de criminel violent, Sylvain Baudry est arrivé au bout de la route. Dans sa prison du Nouveau-Brunswick, il choisit de devenir délateur. En échange, il le sait, les portes s'ouvriront très vite. Lorsqu'un délateur se rend disponible à la justice pour témoigner dans les causes criminelles, quelle est la principale monnaie d'échange qui l'intéresse? Comme toute personne qui sait qu'elle va aller en prison et faire du temps, la première question qu'il se pose, c'est quand est-ce que je vais sortir? C'est évident. Les délateurs ont toujours négocié leur sentence. Le célèbre Apache Trudeau, l'assassin de 43 personnes,
est sorti de prison après seulement 7 ans. C'était prévu dans son contrat en 1986. D'autres délateurs, comme Yvan Beaupré, se sont fait offrir des libérations rapides et secrètes. Il a menti au tribunal et le procès dans lequel il témoignait a été annulé. Depuis 1992, en principe, on a fait le ménage. Les avantages doivent être stipulés dans des contrats types, supervisés par un comité. En échange, le délateur doit, lui, avouer tous ses crimes. Il a également... C'est important, ça, qu'il avoue tout, parce que sinon, on peut revenir contre lui, c'est ça? Oui, effectivement, effectivement. Ça, c'est très important. Il n'a pas le droit au parjure. Comme vous pouvez le voir dans le contrat de Sylvain Baudry, les délateurs peuvent obtenir de l'argent, un changement d'identité et peut-être même une réduction de sentence. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est la clause secrète, une promesse de libération hâtive dont même les juges ignoraient l'existence. Maître Riverain est un des avocats qui l'ont découvert en étudiant les dates de sortie de dizaines de délateurs, dont 2 de ses propres clients. Nous, ce qu'on a découvert, c'est que la loi a été interprétée et étirée jusqu'à son maximum pour faire avec les témoins repentis ce qu'on peut faire avec d'autres types de détenus, mais qui, à notre sens, ne peut pas être fait avec la clientèle de délateurs comme telle. La pierre angulaire du système, c'est une vieille entente qui permet de transférer les délateurs d'une prison fédérale à une prison provinciale. En principe, le provincial est réservé aux petites sentences. Il y est donc plus facile d'accéder au cadeau ultime, la sortie au 6e de la peine. Elle est réservée aux criminels non violents, ce qui est rarement le cas des délateurs. Ces gens-là ont un passé violent, très souvent. Ils devraient être détenus dans un pénitencier fédéral. M. Baudry, c'est tout un personnage violent, je peux pas vous le dire. C'est une personne qui était... C'est un enragé, c'est une personne qui était impulsif, agressif. Il voulait monter vite puis faire ce qu'il avait à faire pour monter vite. Voici Éric Nadeau. Pendant des années, il a infiltré les groupes de motards pour le compte de la police. Sur cette photo, le voici justement en compagnie de Sylvain Baudry. Ils se connaissent bien. Lorsque Baudry avait besoin d'une arme, c'est à Éric Nadeau qu'il la demandait. Lui, il se cachait pas. Lui. Il pouvait crier sur tous les toits qu'il était prêt à tuer n'importe qui, puis il était à la guerre contre les Hells Angels. Police! Police! Printemps 2001, une immense rafle policière affaiblit les Hells Angels. Pour les Bandidos, c'est l'occasion rêvée d'arracher le lucratif marché de la drogue à leurs ennemis. Sylvain Baudry sera au cœur de la bataille. Un incendie qui pourrait être d'origine criminelle a ravagé ce matin une brasserie du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Les policiers ont... Cet incendie, c'est l'œuvre de Sylvain Baudry. Il met feu à des bars, il consomme beaucoup de drogue. Je sais qu'il consommait de l'héroïne et de la cocaïne. Et il attaque brutalement plusieurs trafiquants. Le dernier sera Jeannot Thériault. Ce qu'on vient de faire... 8 mois après l'arrestation de Sylvain Baudry, c'est au tour de ses amis Bandidos d'être décimés par une opération de police. Baudry devra témoigner contre ses anciens complices. Il est toujours en prison, mais plus pour bien longtemps. Il faut que ça sorte. Il faut que le délateur sorte. Alain Desgagnés se souviendra longtemps de son expérience dans les prisons provinciales. Ce spécialiste de la psychologie des détenus avait passé toute sa carrière dans le système fédéral lorsqu'on l'a embauché pour traiter les délateurs québécois. Il est tombé de haut. J'avais l'impression qu'on faisait de la psychologie de brousse. Alors, j'avais pratiquement rien pour pouvoir fonder un diagnostic là, en bonne et due forme sur ma clientèle. Aviez-vous accès à son dossier criminel? Absolument pas. Vous ne saviez donc pas ce que cette personne-là avait commis comme crime? J'avais une idée, j'en avais une petite description, mais c'est tellement sommaire, tellement minime. C'est arrivé que mes clients sortent, puis j'ai jamais eu le temps de faire de rapport. Mais c'est aussi arrivé qu'on me l'a pas dit et qu'ils sont sortis. Là, vous arrivez un matin... Puis il est plus là. Il est où? Aucune idée. Il est parti.
Là, moi, j'ai averti, c'est pas possible. Il n'y a eu aucune intervention de fait. Vous avez des bombes entre les mains, puis vous voulez les sortir comme ça, à vif, pas d'intervention. Ça se fait pas. Qu'est-ce qu'on a répondu à vos objections? Ben, ce qu'on m'avait répondu initialement, c'est « Inquiète-toi pas, on a des ententes avec le fédéral. » Une fois le délateur transféré au provincial, par quel moyen arrivait-on à lui ouvrir la porte? Avec le PEMO, le programme d'encadrement en milieu ouvert. C'est en fait un programme de sortie anticipée. C'est que le PEMO, programme en milieu ouvert, c'est que le détenu vit en communauté comme vous et moi. Alors, il n'y a pas une supervision très grande là, de cette personne-là. Alors, il purge sa sentence en collectivité. En liberté. Oui. Une liberté qui serait en fait un outil de réinsertion sociale, selon le témoignage en cours d'un des responsables. Un moyen de briser l'isolement des délateurs. Je pense que c'est une aberration. C'est de dire, bien, pour la réinsertion sociale, on va les garder en société. Mais si c'est ça, pourquoi on envoie des gens en prison? Avec ce programme de sortie permanente, les délateurs n'ont même pas eu besoin de se présenter devant les commissions de libération conditionnelle. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut contourner la Commission nationale de libération conditionnelle. C'est un tribunal de libération. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'on ait pu contourner ça. Sa sortie au 6e, Sylvain Baudry l'a obtenue. Sur une peine totale de 15 ans, il a purgé 2 ans et demi, soit très exactement le 6e de sa peine. Et les agents de probation qui l'ont laissé sortir n'ont pas eu accès à son dossier criminel, ni à ses aveux. Ils ne savaient donc pas que Sylvain Baudry avait admis qu'il était également un assassin. Au mois de... vers Noël 2000, y a-tu des événements particuliers? J'étais prospect. Mais qu'est-ce qui était mon but, là? C'était de monter quand même full patch. En décembre 2000, Sylvain Baudry veut faire ses preuves. Il accepte d'aller à Toronto tuer un homme pour 10 000 $. Il s'y rend une première fois et renonce. Mais il est rattrapé par son supérieur, un bandidos de haut niveau. Il dit « Regarde, t'as pas le choix. Tu t'es embarqué à faire quelque chose, tu vas aller finir que c'est que t'as commencé. » C'est la veille de Noël. L'homme à abattre fréquente une méga discothèque près du port. Sylvain Baudry attend le signal d'un complice. Je veux pas me tromper de personne non plus, tu sais, parce que je l'ai vu quand même en noirceur dans le rave. C'était ce gars-là qui contrôlait l'ecstasy. Je me suis installé dans le truck, j'ai attendu dans le parking. Coup de téléphone, il rentre. Il dit, il est habillé avec son code bleu, il sort, là. Viens-t'en. J'arrive sur le bord du trottoir. Là, je le vois, le target. Fait que je donne le coup par en arrière, dans le cou. J'ai su qu'il était pas manqué aux nouvelles quand je m'en allais. Mon complice, il me disait « Félicitations » puis tout le kit. Je veux pas, le sourire m'est venu. Un meurtre payant pour Sylvain Baudry. Il est devenu membre en règle des Bandidos. Et un meurtre pour lequel il n'a jamais été accusé, malgré ses aveux aux policiers. Officiellement, le crime n'a jamais été résolu. À la police de Toronto, on affirme que le dossier reste ouvert. Après la pause. J'ai craqué le chien. Je m'enligne sur lui, je vise carrément dans la tête. Une tentative de meurtre en pleine rue passante qui ne coûtera au délateur que quelques mois de prison. Est-ce que l'État a le droit de tricher? Et plus tard à l'émission, révélation choc sur un autre délateur meurtrier qui avoue ses crimes pour lesquels il ne sera jamais accusé. Moi, j'arrive sur le côté puis je tire. J'entends « Au, au, au ». Dans ma tête, il est mort. « 19 mars 2002, coin Bernard et du Parc, Outremont est en émoi. Une spectaculaire tentative de meurtre vient d'avoir lieu dans un restaurant. À quelques pas de là, la police encercle un modeste commerce. 2 hommes en sortent et sont arrêtés sur le champ. C'est Patrick Hainaut, l'auteur du crime, qui vous en fera le récit. Encore une fois, nous n'avons pas le droit de vous montrer son visage. Il est devenu délateur et livre ici sa déclaration aux policiers.
J'appelle Nadeau, Éric Nadeau. Je mange, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je m'en vais dans le bout du local. Le local, c'est le 214 rue Bernard et il appartient à Éric Nadeau, celui qui a infiltré les bandidos pour la police. Ce midi-là, il y retrouve Patrick Hainaut et son patron, André Desormeaux. À l'intérieur, des caméras et des micros cachés captent toutes les réunions. C'est de même qu'on avait des renseignements, qu'on montait de la preuve pour une éventuellement arrestation. Les trois hommes décident d'aller luncher rue Bernard. Puis là, un moment donné, Desormeaux, il regarde dans la vitrine, puis paf, il reconnaît Steven Bull, là. Puis là, c'est l'adrénaline, puis tout, on vient de voir Steven Bull. Ils viennent de reconnaître Steven Bull Bertrand, un importateur de drogue proche des Hells Angels. C'est leur ennemi juré et il est assis à la fenêtre d'un bar à sushi. Je monte, je m'en vais sur l'Acadie. J'avais un gun de 357 qui tombe caché dans le frigidaire. En imitant le geste de tirer, le patron de Patrick Hainaut lui envoie un message clair. Abattre Steven Bertrand en plein restaurant. Pourquoi c'est pas André Desormeaux qui s'occupe de le tuer? Parce que c'est le patron. C'est le patron, puis le patron, il fait faire la marde par ses employés. Je m'en vais jusqu'à la gare du sushi bar sur l'avenue du Parc. T'sais. Il y a une ruelle juste là, je m'installe sur le coin. Qui est Patrick Hainaut, celui qui s'apprête à tuer pour son patron? C'est un bandidos qui a débuté son ascension au plus fort de la guerre des motards. Il se spécialise dans les plantations de marijuana, mais son parcours inclut des condamnations pour trafic d'armes, des agressions armées et pas moins de 5 tentatives de meurtre. Et nous, on peut le rencontrer dans un bar, prendre un verre avec, puis super gentil, rire, puis soirée avec un jour sport, écouter le hockey. Mais c'est un individu très dangereux. Si un de l'autre bord le voit, il le tue. Lui, s'il envoie un de l'autre bord, il le tue. C'est comme ça. S'il voyait un quoi? Un membre des Hells Angels. OK. Donc, lui aussi voyait la violence comme étant une façon de monter dans l'organisation. Oui, mais ces gens-là cherchent le respect. Des délateurs comme Patrick Hainaut, combien y en a-t-il eu? 103 contrats de délateurs ont été signés depuis 1992. La grande majorité ont été libérés au 6e de leur peine. Si cet énorme avantage n'était mentionné nulle part au contrat, pourquoi les délateurs l'ont-ils presque tous demandé et obtenu? Mais il savait qu'il y avait une carotte au bout, ça c'est sûr. Dans les premières conversations, c'est ça qu'il nous demandait. Combien ça va me donner? Ça me donne-tu quelque chose? C'est sûr que si on avait dit ça te donne rien, c'est juste pour rendre service à la société, je pense pas qu'on aurait eu beaucoup de délateurs à ce compte-là. Ce policier à la retraite sait de quoi il parle. Il a été chargé de recruter et de faire parler les délateurs durant une bonne partie de la guerre des motards. Selon lui, les délateurs se présentent à la table avec leurs demandes toutes prêtes. Ça se parlait. Tout le monde le savait dans le milieu. Aussitôt qu'une personne entrait dans le milieu de la délation, ça se savait qu'il y avait un 6e possible. C'était souvent la question. Moi, je veux faire mon temps dans un provincial, je veux faire le 6e. Comment vous réagissiez quand les délateurs vous demandaient ça? C'est sûr qu'on s'attendait toujours à la question parce qu'on s'en parlait. Et on voyait que le système était fait de cette façon-là. Si à peu près tout le monde demandait le 6e et l'obtenait éventuellement, pourquoi c'était pas dans le contrat? C'était une entente non écrite. Pourquoi c'était non écrit? Je saurais pas vous répondre là-dessus. On a parlé à des policiers même qui nous ont dit que dès qu'ils étaient à table avec un délateur potentiel, la question du 6e était mise sur la table et la question du provincial l'était en même temps. C'est faux. Sabin Ouellette est le procureur en chef responsable des contrats de délateurs. Si vous me dites que le plan de match était de faire sortir une personne avant terme et que c'était promis aux témoins repentis, je vous le dis, ça n'existe pas. Si cette promesse-là était faite aux témoins candidats repentis, ce n'est pas un avocat qui a fait cette promesse-là ou c'est pas quelqu'un qui connaît le système. Qui proposait quoi aux délateurs? Qui leur garantissait une sortie si rapide? Dans un témoignage en cours, le délateur Gilles Lalonde pointe le comité de fonctionnaires qui ont signé son contrat. Et avec eux, c'était garanti que je les aurais, tu sais. Quand vous dites « c'était garanti », parce qu'on m'avait garanti qu'à mon 6e, j'aurais des PMO. Qui vous a garanti ça? À quel moment? Au comité contrôleur. Un second délateur implique même un procureur général du ministère de la Justice. Je me suis fait dire textuellement « capote pas sur la sentence ». T'as-tu déjà vu ça, un délateur en dedans? Voyons donc, tout de suite après les procédures, t'es dehors.
Ça se fait pas au niveau des enquêteurs, ça se fait pas au niveau des agents de probation, des décisions comme ça. Non. Il a fallu quoi? Possiblement une décision politique, hein, quelque part. C'est sûr que c'est pas les services correctionnels au sein de la prison qui décident de tout ça, pas du tout. C'est à plus haut niveau que ça se prend, ce type de décision-là. Qui est-ce qui est responsable du fait que des délateurs, dont certains étaient des gens qui avaient fait des tentatives de meurtre, des meurtriers aussi, sont sortis de prison au 6e de leur peine? C'est-à-dire que vous cherchez que la loi, le règlement, les règles en vigueur ont permis que ces gens-là puissent sortir. Est-ce que l'État a le droit de tricher? Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'on peut accepter ça comme société? C'est une question fondamentale de société, à mon sens. Est-ce que l'État a triché entre 1995 et 2007? Pas du tout. Pas du tout. Vous me demandez si, avec mon regard d'aujourd'hui, c'est une erreur, ça, on le referait pas aujourd'hui. C'est pas une erreur. C'est que la pratique de l'époque était là. Elle a été raffinée, mais les gens qui ont administré ces contrats-là, à ce moment-là, l'ont fait en toute conformité avec la loi qui était en vigueur à ce moment-là. Ce n'est pourtant pas ce qu'a dit le tribunal lorsqu'un délateur a poursuivi la province car il était frustré de ne pas être sorti comme les autres. Dans sa décision, le juge Fraser Martin conclut que c'était l'offre d'une sortie au 6e qui motivait d'abord les délateurs. Et il affirme clairement que le programme de permission PEMO a été utilisé illégalement. Depuis son jugement de 2006, les délateurs n'ont plus accès au programme de sortie accélérée. 19 mars 2002, de retour rue Bernard. Patrick Hénault est à l'affût, tout près du bar à sushi où son ennemi lunch avec 2 jeunes femmes. Hénault se prépare à l'abattre à l'intérieur du restaurant. Mais son patron décide de rester dehors. À la minute que Desormeaux me dit qu'il ne rentre plus avec moi, j'ai plus le goût de rentrer. Fait que je décide de changer mon plan, puis je vais à travers la vitre. J'ai craqué le chien. Je m'enligne sur lui, je vise carrément dans la tête. Je tire le premier shot. Là, Desormeaux, il a dit le tata, il dit il n'est pas rentré dans le restaurant. J'arrive pour tirer un deuxième coup. Le gars ne marche pas. Je suis obligé de recrinquer mon chien. Le chatter, il se va dans des barres, puis là, je continue à tirer en sans direction. Ça. Sur la rue, il y avait environ 200 personnes. Il y avait une dame avec une poussette. Le monde courait partout. Quand Hénault est parti à courir, il a même pointé avec son arme pour faire arrêter la circulation. Je suis partout. Moi, je continue à courir. Je cours, jusque dans la ruelle pour m'en aller en arrière du local. Il retourne se cacher au local de la rue Bernard alors que la police boucle le quartier. J'allume la TV, j'écoute les nouvelles, savoir les balles de fusillade, tout ça. Puis là, finalement, il dit blessé grave, tout ça. Là, je suis content. Genre, j'espère qu'il va mourir, ça. Steven Bertrand n'est pas mort, mais il a été blessé très grièvement. Quant à Patrick Hénault, les policiers l'ont cueilli à sa sortie du repère. Il signe son contrat de délateur et sera condamné à 12 ans de prison. Il purgera 6 mois, c'est-à-dire le 24e de sa peine. Nous avons demandé au psychologue carcéral Alain Desgagnés d'étudier les dossiers des délateurs Patrick Hénault et Sylvain Baudry. Si ces 2 hommes-là étaient restés dans le système fédéral, comme tous ceux qui purgent des peines de plus de 2 ans, est-ce qu'ils auraient été admissibles à une sortie aussi rapide? Non, impossible. Déjà, en partant avec les antécédents en matière de violence, c'est inadmissible au 6e, c'est automatique. Il représente un risque élevé, assurément. On peut se poser la question. Les cadeaux qu'ont reçus les délateurs en échange de leur collaboration en ont-ils valu la peine? Après tout, le témoignage de Patrick Hénault, un quasi-meurtrier, a servi à faire condamner de simples trafiquants de drogue. Alors, qu'est-ce qu'on aime mieux? C'est un choix de société qu'on devra faire. Laisser les gens qui ont fait tentatives de meurtre dans les rues pour mettre des trafiquants de drogue en prison ou faire l'inverse? Une chose est sûre, on signe aujourd'hui beaucoup moins de contrats de délateurs.
On veut que ce soit des cas d'exception. On va utiliser des témoins repentis dans des cas majeurs, de crimes majeurs contre des organisations criminelles majeures. Après la pause, révélation autour du super délateur à l'origine de l'opération Shark qui a sérieusement ébranlé les Hells Angels. Moi, je savais qu'en commettant un meurtre, ça m'aidait pour faire le club. Qu'une personne n'ait aucune accusation et qu'il soit au courant d'autant d'infractions directement, c'est probablement une première. La question du traitement des délateurs a ressurgi l'an dernier dans le cadre de l'opération Shark qui visait les Hells Angels. Les médias ont révélé que le délateur principal dans cette affaire, Sylvain Boulanger, recevrait des autorités 3 millions de dollars. Mais ce qui n'a jamais été dévoilé, c'est qu'il a admis avoir commis des meurtres pour lesquels il ne sera jamais accusé. Nous poursuivons notre enquête. 14 février 2006, quelque part en banlieue de Sherbrooke. Un homme sort de chez lui. C'est Sylvain Boulanger, ex-membre des Hells Angels. Un policier s'approche. Je lui explique ce que je fais comme job, puis je lui dis que n'importe quand il veut jaser, il peut m'appeler. Ouais, mais je veux pas me mettre dans le trouble. Tu sais comment ça marche? Je lui réponds oui, mais ça fait rien. Ça peut être dans 5 jours, 5 mois ou 5 ans. Il me dit OK. C'est le début d'une longue relation entre la Sûreté du Québec et le futur délateur. Sylvain Boulanger va décrire minutieusement ses propres crimes et ceux de ses complices. Il va parler pendant presque 3 ans. Lui, c'est un des fournisseurs du chapitre de Sherbrooke dans la cocaïne. OK. Sur la grosse quantité. Il recevra presque 3 millions de dollars, une nouvelle identité et surtout aucune accusation à la suite d'une carrière criminelle de 20 ans. En échange, ces révélations donneront naissance à l'opération Shark, des accusations contre 156 membres et associés des Hells Angels, dont les influents Jacques Aymon, David Rouleau et Norman Casper Ouimet. On savait jusqu'ici très peu de choses sur ce super délateur. Peu de choses aussi sur le chapitre des Hells de Sherbrooke, un groupe discret qui n'avait jamais fait l'objet d'une opération d'envergure. Vous allez retourner à gauche ici, là. Là, on se dirige... Au bunker. Se dirige où? Au bunker. Le fameux bunker. Le chroniqueur judiciaire Bertrand Gosselin s'intéresse à la scène criminelle de Sherbrooke depuis 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ici, M. Gosselin? Oh, mon Dieu. Ici, il s'est passé la fameuse tuerie. Il y avait eu 5 membres du club de Laval qui avaient été éliminés. Puis après ça, on les a transportés dans le fleuve, à Sorel. Mais la tuerie avait eu lieu ici, au bunker. Le massacre d'avril 85 a marqué la naissance des Hells de Sherbrooke. Comment ça a affecté le club en termes de recrutement de membres et de choses comme ça? Bien là, il y en a plusieurs qui s'étaient retrouvés derrière les barreaux pour un bon bout de temps, là. On s'est adjoint des nouveaux membres, des nouvelles figures, puis on est reparti. C'est à cette époque que Sylvain Boulanger se met à fréquenter les Hells Angels de Sherbrooke. Il gravit tranquillement les échelons. Je suis devenu prospect dans ce temps-là à Sherbrooke. J'étais runner. Je me suis arrangé pour vendre la dope. On a vendu de la dope. Dans la région de Granby, là. Un court séjour en prison pour trafic de cocaïne ralentit sa progression au sein du groupe. À sa sortie, en 1990, il sait que pour devenir membre à part entière, il devra subir l'épreuve du feu. Je me suis fait demander si j'étais à l'aise de commettre un meurtre. Moi, je savais qu'en commettant un meurtre, ben, ça m'aidait pour faire le club. Fait que je pouvais pas refuser. On s'approche du site de ce que fut, à une certaine époque, le Barbie Bar. C'est un bar de danseuses qui était la propriété de 2 hommes d'affaires de Sherbrooke. Il y a des choses, il y a des vestiges d'incendie, là. Dans un intervalle assez court, ils ont été assassinés. Les 2 ont été assassinés. Je connaissais un des propriétaires très bien, Jacques Ticoun Ouimet. L'associé de Jacques Ouimet, c'est Robert Massé.
Les deux hommes étaient aussi des trafiquants indépendants qui refusaient l'entrée de leur bar aux Hells Angels. Après le meurtre de son associé, Robert Massé s'entête à fermer la porte au motard. Mais à l'époque, c'était une headset qu'il y avait là et les policiers racontent que l'embuscade avait été faite là. Massé sortait du bar et puis il y avait quelqu'un qui l'attendait dans la headset puis il l'avait éliminé. Au niveau de la police, on a toujours pensé qu'ils avaient été éliminés par des gens du milieu criminel, mais il n'y a jamais eu de preuve, il n'y a jamais personne qui a été arrêté. Alors, on en est encore là. Alors, si je vous demande qui a tué Massé aujourd'hui? Aucune idée. Aucune idée. Le meurtrier de Robert Massé, c'est Sylvain Boulanger. C'est ce que nous avons découvert dans les témoignages vidéo du délateur. J'arrive sur le côté, la porte est ouverte. Moi, j'arrive sur le côté, puis je tire. Puis j'entends « Au, au, au ». Moi, je le vois de même dans ma tête, il est mort. Fait que je pars à courir. Quelques mois plus tard, Boulanger se rend à Val-d'Or, participer à un second meurtre, celui d'un autre trafiquant indépendant. C'est une commande de son supérieur. Puis moi, il m'avait parlé de brodeur qui voulait le tuer. Puis ça serait bon pour ses affaires, s'il serait plus là. Ça serait un bon exemple de montrer de comme qu'il disait dans le temps, on tue la concurrence. On fait ça à concurrence. Comment tu fais ça? Ça, à concurrence. Qui veut dire? Ça veut dire quoi? Tuer. OK. Lorsqu'il devient délateur en 2006, Sylvain Boulanger avoue ses crimes, mais il annonce aux policiers qu'il refuse d'en payer le prix. J'étais directement impliqué dans des meurtres et je voulais pas faire de temps. Et c'est ce qu'on lui accorde. Pour vous, une des conditions à ce que vous confessiez ces informations-là était que vous ne seriez pas poursuivi et vous n'auriez pas d'accusation. Sinon, on n'aurait rien su et vous nous auriez jamais parlé. Sylvain Boulanger a bien négocié, car il est très rare qu'un délateur, criminel de carrière, ne fasse l'objet d'aucune accusation. L'avocat Jacques Normando dénonce depuis des années les avantages accordés aux délateurs. Normalement, la personne va avoir une sentence nécessairement moindre, mais bon, on va dévoiler ça comme l'avantage qu'on donne. Mais qu'une personne n'ait aucune accusation et qu'il soit au courant d'autant d'infractions directement, c'est probablement une première. Et au Québec, en tout cas, principalement, je croirais que oui, effectivement. Les autres avantages sont énumérés dans le contrat de Sylvain Boulanger, dont nous avons obtenu copie. Les notes des policiers indiquent que Boulanger était gourmand. Il avait exigé 10 millions de dollars. Il s'est contenté de 2 900 000 en plusieurs versements. Un record au Québec. Le coût total, c'est bien plus que le contrat que vous avez devant vous là, sur le 2 ou 3 ou 4 millions qu'on donne ou le 500 000. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Si vous allez voir après 20 ans, toutes les mesures de sécurité qu'on a dû mettre au point, les policiers qu'on a dû engager au niveau des contrôles pour escorter ces gens-là, c'est une fortune qu'on a mis là-dessus. Mais ça, personne ne voit ces chiffres-là. Et personne ne les verra. Dans le contrat, on cherche en vain ce qu'a coûté la nouvelle identité ou la relocalisation de Sylvain Boulanger. La Sûreté du Québec s'engage simplement à assurer sa protection. Les détails, ils se trouvent dans le protocole de sécurité. C'est un document ultra secret, auquel même les juges ont un accès restreint et qui, selon nos sources, peut comprendre le règlement des dettes du délateur. Vous avez mis le doigt sur le bobo. Le problème, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi là-dedans. Le passé est garant de l'avenir, c'est évident. Si imaginez, on a été capable de le faire alors qu'on avait des contrats divulgués. Alors, si on n'a rien à divulguer, j'ose même pas penser ce qu'on va mettre dans ces contrats-là. La guerre des motards a fait des dizaines de victimes, des crimes souvent impunis que Sylvain Boulanger aidera à résoudre. Car durant la guerre, il est monté en grade et s'occupe de la distribution des armes. Le sergent d'armes, habituellement, il est au courant de pas mal tous les meurtres. Moi, je dirais que tout le temps que j'ai été là, tous les meurtres que j'ai été mis au courant, c'est par rapport à ma situation. Sa position l'amène à commander des meurtres et à aider ceux qui en commettent. Dans ses déclarations, aucun détail ne lui échappe, même les plus sordides. Il a dit « Tu vas mourir. On va te tuer. » Quelle chanson, quelle toune tu veux écouter avant de mourir? Il a nommé une toune.
Puis ils l'ont assommé en le maîtrisant avec un sac de poubelle sur la tête. Mais ils l'ont étouffé. Clairement, Sylvain Boulanger a livré la marchandise. Les policiers auraient-ils pu s'y prendre autrement? C'est devenu la méthode. On a l'impression que les budgets pour des vrais enquêteurs, il n'y en a plus. On tombe dans la facilité. J'ai l'impression que les budgets d'enquête s'en vont plus aux enquêteurs, ils s'en vont aux délateurs. Il y a des gens qui disent que les policiers sont rendus paresseux avec les délateurs. Non. C'est les moyens qui manquent. Les moyens. Les bandits ont beaucoup de moyens financiers et pas de règles. Nous, on a plein de règles, mais on n'a pas de moyens. Faire une enquête exhaustive, ça engendre des coûts terribles. Qu'est-ce qui a motivé Sylvain Boulanger? L'argent, probablement, mais aussi la vengeance, selon les documents que nous avons obtenus. En 2005, les Hells Angels l'ont chassé du groupe. Je me sentais injustement traité de la façon que ça s'est terminé au club. Je me venge d'une certaine façon de les voir en dedans pour ce qu'ils m'ont fait. Devant le refus de le réintégrer, il a vendu ses anciens complices à la retraite ou sur le point de l'être. Des piliers comme Guy Auclair, Louis Brochu et Jacques Filteau. Ils avaient jusqu'ici échappé aux conséquences d'une vie de crime et se retrouvent en prison. Avec tout ce qu'on lui donne, est-ce que le délateur Boulanger en vaut la peine? Du point de vue policier, oui. Si tout ça arrive à terme et que tout le monde a des condamnations, c'est des années de travail qui seraient peut-être jamais venues à terme. Des années d'argent dépensé. Ça aura valu plus que 3 millions. Il y a le message qu'on envoie à la société dans ça, c'est faites une carrière de grand bandit, essayez de devenir le plus grand dealer du Québec. Et si jamais on vous arrête, donnez tous vos comparses, vos amis, ceux qui vous ont aidé à essayer de devenir ce que vous êtes devenu. Puis on vous donnera un nouveau nom, on vous donnera de l'argent, puis on ira vous placer dans un endroit sécuritaire en toute tranquillité d'esprit. Et on ne vous accusera de rien. Effectivement, c'est pas sérieux. C'est pas ça notre système. Le système, Sylvain Boulanger pourrait bien le redéfinir avec sa performance au tribunal. C'est ce que nous verrons dans quelques mois lors des méga-procès des Hells Angels.